Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de biodiversité et de pollution, pollution avec un S. Nous avons déjà parlé de pollution à l'azote et au phosphore lorsque nous avons parlé d'eutrophisation des eaux, de carbone par rapport à l'augmentation de l'effet de serre et puis à l'acidification des océans. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux résidus miniers. Alors nous allons nous intéresser à l'extraction de fer. Donc on extrait des roches, on les concasse, on sépare les minerais. Pour ça, on utilise de l'eau et donc on va avoir en sortie une eau qui aura été polluée par divers éléments dont je vais vous parler par la suite. On a des déchets de roches qui sont euh, pauvres en minerais, donc qui n'ont plus d'intérêt pour l'industrie minière, qu'on appelle les stériles. Ces stériles sont stockés à ciel ouvert, comme représenté sur ce schéma. Vous avez ici les stériles qui reposent ici sur une roche que je représentais en rougeâtre. En dessous, j'ai positionné une nappe phréatique et ici un fleuve, une rivière ou un lac. Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie va ruisseler en surface et puis va pénétrer les stériles. Donc ce que je représentais ici par les flèches, flèches bleues et flèches blanches. Or, cette eau au contact avec les stériles va entraîner avec elle un certain nombre d'éléments dont je reparlerai tout à l'heure et va acidifier l'eau. On parle de drainage minier acide. Ce phénomène, c'est un phénomène qui va durer dans le temps, qui va durer quelques siècles. Donc ici, on a une pollution longue. Alors pourquoi acide? Parce que le fer se trouve dans la pyrite qui contient du fer et du soufre. Or, du soufre et de l'eau, par réaction d'oxydoréduction, ça nous donne de l'acide sulfurique. Ce phénomène est amplifié par le métabolisme de certaines bactéries. Donc on a une eau qui va avoir un pH qui va diminuer, et cette eau, comme elle va finir au niveau de notre nappe phréatique ou de notre rivière ou notre fleuve, va diminuer le pH de notre écosystème. Or, dans cet écosystème, on a un certain nombre d'organismes qui y vivent, et ce que l'on sait, c'est que sous un pH de 5, il n'y a pas grand-chose qui va vivre, en dehors de quelques mousses et quelques sphènes. Alors pourquoi? Eh bien parce que sous un certain pH, on va avoir de moins en moins d'oxygène dans l'eau, donc une anoxie. On va avoir une modification physiologique des poissons, donc avec une augmentation de la perméabilité des branchies, et donc une difficulté à maintenir son homéostasie. Et puis on va avoir une chute de la croissance de bactéries qui sont pourtant fournisseurs d'un grand nombre de nutriments au niveau de ma chaîne alimentaire. Donc nous avons ici trois éléments qui expliquent que notre écosystème va en souffrir, que la biodiversité va chuter. Regardez ici par exemple l'étude faite sur un écosystème avec en abscisse le pH, on a ordonné le nombre d'espèces, donc la biodiversité. À un pH 7, on retrouvait 70 espèces dans cet écosystème. À pH 5,5, 10 espèces. Et à pH 4,5, plus aucune espèce. Il n'y a pas vraiment besoin de commentaires ici sur l'effondrement de la biodiversité avec le pH. Autre source de pollution, toujours liée à ces stériles, l'eau qui va pénétrer au niveau de ces stériles va emporter avec elle aussi d'autres éléments que l'on trouve dans nos roches, du nickel, du cobalt, du cadmium, du plomb, du chrome et tant d'autres choses. Des éléments qui sont très toxiques, on pourra en reparler au deuxième semestre quand nous ferons de la toxicologie, donc des éléments qu'on va retrouver dans l'eau de percolation et dans l'eau qui va donc finir au niveau de notre nappe phréatique et de notre écosystème, et donc dans l'eau, mais aussi au niveau des organismes vivants dans l'écosystème. Donc on se retrouve avec une eau polluée et des organismes vivants qui vont en souffrir, et donc cela va aussi impacter la biodiversité. Alors, il y a des gens qui vivent dans ce secteur, des gens qui vont donc boire cette eau, des gens qui vont se nourrir des ressources offertes par notre écosystème, et qui eux aussi vont s'intoxiquer. Donc ici on a un gros problème à la fois environnemental et bien entendu de santé publique. Alors, cela m'amène à vous parler de la bioamplification, de vous montrer qu'en fait, au sein d'une chaîne alimentaire, on peut avoir, pour certains éléments, une accumulation de cet élément plus on monte au niveau de la chaîne alimentaire. Souvenez-vous du principe de la chaîne alimentaire. 100 grammes de thon dans votre boîte, en fait, ça correspond en réalité à 1 tonne de phytoplancton qui aura été consommée pour produire ces 100 grammes de thon. Le carbone de votre thon se trouve à une origine au niveau du phytoplancton,
Mais si ce phytoplancton se trouve dans un écosystème pollué, eh bien il peut tout à fait filtrer certains éléments, les conserver en lui, et on va voir qu'au niveau de la chaîne alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une amplification de la concentration de ce toxique tout au long de la chaîne alimentaire, et donc tout en haut on a le thon, il pourrait dans ce cadre-là contenir beaucoup de ce toxique. Une explication avec un autre toxique, le DDT. Le DDT, qui a été utilisé longuement dans certaines agricultures, qui est donc un polluant et puis qui est extrêmement toxique. Donc, prenons un écosystème qui a été pollué par le DDT. On trouve par exemple 10-6 ppm de DDT dans l'eau. On va se dire c'est très peu parce que les ppm c'est des parties par million. 10-6 ppm, ça semble très peu, et en réalité vous allez voir ce que ça va engendrer. Le plancton va filtrer ce ppm, et donc on va y trouver 10 puissance moins 2 ppm de DDT. Vous avez vu déjà l'amplification du phénomène, la concentration au niveau du plancton. Puis on va monter, on va arriver à 10 puissance moins 1 au niveau des petits poissons, des gros poissons 1 à 2 ppm de DDT, et puis l'aigle 10 à 20 ppm de DDT. On passe de 10 puissance moins 6 ppm à 10 à 20 ppm. Donc on a une concentration du toxique qui se fait tout au long de la chaîne alimentaire. Les scientifiques ont donné un nom à cette concentration. D'abord, quand on concentre du milieu vers la biomasse, on parle de bioconcentration, donc en noir ici. Quand on a ensuite la concentration qui se fait de prédateur à prédateur, on parle de biomagnification, et l'ensemble s'appelle la bioaccumulation. Sortons de l'eau, allons dans l'air maintenant, et intéressons-nous à des polluants gazeux. Donc des polluants gazeux qui touchent l'ozone stratosphérique. Alors l'ozone qui va nous intéresser ici, ça n'est pas l'ozone urbaine polluante suite à de fortes températures et un fort trafic urbain par exemple. Non, nous c'est l'ozone qui se trouve très haut dans l'atmosphère, dont on a déjà parlé. On avait dit qu'il avait fallu attendre qu'il y ait suffisamment d'oxygène dans l'air pour pouvoir voir apparaître cette couche d'ozone absolument nécessaire. Je vais vous rappeler pourquoi. Je vous rappelle que l'ozone est produite à partir d'oxygène grâce aux UV. Et puis, petite remarque de chimie de l'ozone, les UV vont détruire aussi l'ozone. On ne va pas rentrer dans ces détails de chimie de l'ozone. Par contre, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de nous souvenir qu'on a une densité importante d'ozone au niveau de la stratosphère qui permet de filtrer les UV et donc de limiter les altérations de ces UV sur l'ADN. Si la densité d'ozone devient trop faible, eh bien on a une forte pénétration des UV au niveau de notre stratosphère, et donc on aura des altérations nombreuses au niveau de l'ADN qui pourraient mettre à mal l'existence de certaines, même tout simplement de la vie terrestre. L'ADN est touché, mais aussi la photosynthèse, une chute de la photosynthèse. Donc on voit qu'on a absolument besoin de cette couche d'ozone au niveau de notre stratosphère pour que la vie terrestre puisse exister. Alors là, on a eu la bonne idée d'utiliser des gaz qui détruisent l'ozone pendant de nombreuses années. Il l'a utilisé dans des bombes aérosols, dans des techniques dans des installations frigorifiques. Et donc ces gaz montent eux aussi au niveau de la stratosphère et détruisent l'ozone. Donc pendant longtemps, on a eu ces gaz qui ont été utilisés, qui sont maintenant interdits, même si certains gaz continuent à détruire cette ozone. Donc cette ozone, si on a la présence de ces gaz, on va avoir une densité moins importante, et donc on va avoir l'altération dont je parlais tout à l'heure. Expliquons un petit peu le phénomène. Donc voici une Terre, l'équateur qui est représenté en noir. Au niveau de l'équateur, on a beaucoup d'UV, donc beaucoup de production d'ozone. Les déplacements de masse d'air orientent cette ozone vers les pôles et orientent aussi les gaz bromés et fluorés dont je vous parlais tout à l'heure. En hiver, au niveau des pôles, En hiver, au niveau des pôles, en fait, on a un vortex qui se crée, qui isole donc une partie
de cette planète, de notre planète. Et dans cette partie, on va retrouver de l'ozone plus les gaz fluorés et chlorés. Alors en hiver, ça pose pas de problème. Par contre, au début du printemps, on a des UV qui vont activer ces gaz. Ces gaz vont donc détruire l'ozone. Pour 10 molécules d'ozone détruites au pôle sud, on a une molécule détruite au pôle nord. Mais entre les deux pôles, ça représente vraiment énormément d'ozone. Donc on a une destruction durant le printemps de cette ozone, dans ces zones polaires, et puis en fin de printemps, la température augmente, le vortex disparaît, et donc la diffusion par la loi de la diffusion des gaz, eh bien, on va avoir une compensation de cette chute de densité au niveau des pôles par l'ozone qui se trouve ailleurs sur la planète. Donc au fil des ans, cette destruction de l'ozone va faire que, d'une manière générale, sur la planète, on aura de moins en moins d'ozone. Donc une densité d'ozone au niveau de la stratosphère qui va être de moins en moins importante. Dans les années 90, on a eu une très grande crainte que cela se poursuive. Des décisions internationales ont été prises pour interdire certains gaz. Aujourd'hui, on peut être optimiste, on constate que la densité augmente. Par contre, il y a toujours certains gaz qui sont problématiques. Donc attention, rien n'est jamais acquis. Dernier petit schéma pour vous remontrer cela. Ici l'équateur, ici les pôles. On constate au niveau des pôles une chute de la quantité d'ozone liée en fait à la quantité importante de gaz chlorés que l'on a qui détruisent l'ozone. Alors en conclusion, ma pollution elle peut être chimique, elle peut être physique, elle peut être biologique. Pensons par exemple aux espèces invasives. Cette pollution va déséquilibrer l'écosystème et donc engendrer une chute de la biodiversité. Je vous invite à aller lire le rapport du WWF Planète Vivante 2020. Dans ce rapport, petit extrait, on constate par exemple que l'on a une chute de l'abondance de 68% dans des espèces étudiées, 4392 espèces qui ont été étudiées entre 1970 et puis 2016. Ça veut dire que, alors ça ne veut pas dire qu'il y a 68% d'espèces en moins, ça veut bien dire qu'il y a dans ces 4300 et quelques espèces étudiées, qu'on a une chute de l'abondance, donc du nombre d'individus dans ces espèces de 68%. C'est énorme. Que l'on soit au niveau de l'Amérique du Nord, moins 33%, que l'on soit au niveau de l'Amérique du Sud, moins 94%, que l'on soit au niveau de l'Europe et de l'Asie, du Nord, moins 24%, que l'on soit au niveau de l'Océanie, de l'Asie et du Moyen-Orient, moins 45%, ou de l'Afrique, moins 65%. Donc vous constatez qu'il y a un effondrement de l'abondance dans ces espèces extrêmement inquiétant depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc cet effondrement extrêmement important, malheureusement, a une cause qui est une espèce, l'espèce humaine. Donc l'homme a un impact considérable sur l'équilibre des écosystèmes de par ses activités. Les pollutions font partie de ces activités problématiques, mais il y a d'autres activités problématiques, le morcellement des paysages, la déforestation, l'utilisation des terres, etc., etc. Je vous invite aussi à aller au niveau du rapport du GIEC pour aller plus loin par rapport à ce que je vous ai raconté. Donc il y a différents rapports intéressants à lire, dont celui sur la problématique d'un réchauffement qui atteindrait 1,5 degré. Vous avez ici une représentation graphique avec en première partie de 1960 à 2017 l'augmentation de la température. Alors, je veux bien que les climato-sceptiques soient climato-sceptiques, mais c'est vraiment une erreur scientifique grotesque de refuser cette notion même d'impact humain sur notre planète. Tout est démontré, donc il n'y a pas d'intérêt de vouloir faire le buzz en essayant d'expliquer autre chose que la réalité.
J'aimerais que par ces cours, vous ne tombiez pas dans ce piège du climato-sceptisme et puis du doute sur un certain nombre de connaissances scientifiques bien établies, telles que l'évolution des espèces, telles que le réchauffement climatique. Je vous invite à lire le livre La sixième extinction, qui est une démonstration absolument fabuleuse de l'impact humain sur son environnement. À très bientôt dans d'autres cadres.